Alors maintenant, enfin, je voudrais vous proposer quelques stratégies pour pouvoir accompagner les élèves plurilingues. Tout d'abord, je vous conseille de faire connaître ce processus aux élèves plurilingues. Comment, eh bien, le langage, comment le cerveau fait pour pouvoir acquérir une nouvelle langue. Qu'est-ce qui est important de mettre en place. Et tout cela, en fait, on peut le proposer par des séances de type Coniclass. Alors, sur le site de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives, vous pouvez retrouver un certain nombre d'outils et de l'accompagnement aussi pour pouvoir mettre en place des séances de type Coniclass. Il s'agit véritablement d'ateliers où on va expliquer et faire apprendre le fonctionnement du cerveau dans certains types d'apprentissage et par la suite aussi former l'ensemble des enseignants pour qu'ils aient des pratiques communes qui fassent sens vis-à-vis de cette manière de fonctionner. Et il y a, selon ma dernière discussion avec l'association, une proposition de formation également pour les parents. Autre outil possible, c'est le projet La Neuro pour tous, qui est un peu différent des Coniclass parce que là, on va mobiliser vraiment de la remédiation pédagogique de l'école de type inclusif, de sorte à pouvoir répondre aux besoins particuliers, puisque on voit bien que nos élèves ne sont pas seulement plurilingues, ils ont d'autres types de besoins dans les apprentissages, et combiner en fait ces différentes actions-là permet de répondre davantage à cela. Mais en tous les cas, aborder par des ateliers l'ensemble de ces processus permet de normaliser en fait l'expérience qu'ils vivent et les émotions qui sont liées à cela. Et ça permet aussi aux élèves d'être rassurés et ça contribue à une meilleure connaissance de soi dans les apprentissages, d'avancer sur ces stratégies-là et donc du coup de nourrir leur sentiment d'auto-efficacité. Et grâce à ça, en fait, ils pourront prendre en main plus directement en fait ce qu'ils font et la manière dont ils entrent dans les langues. Donc voilà. Alors, autre possibilité aussi, c'est de s'appuyer sur le principe de la neuroplasticité. Et pour vous expliquer très simplement cela, parce que c'est quand même un vaste sujet, j'utilise deux images, tout comme les scientifiques aussi, l'image du chemin tracé en forêt. Alors, sur l'image que nous avons ici à droite, on voit en fait un tracé qui est un peu mal fait avec l'herbe qui repousse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de passage, de réactivation de ce chemin-là pour qu'il puisse rester aussi net que sur l'image de gauche, comme on le voit. Eh bien, pour nos neurones, cela se passe à peu près de cette manière-là. C'est-à-dire que si on active nos neurones, donc dès qu'on apprend quelque chose, on a des connexions neuronales qui s'établissent et des neurones qui se créent. Si on active en fait les neurones liés à un apprentissage, ils se renforcent ensemble. C'est-à-dire que je reviens à l'image de tout à l'heure, ils seront bien présents et on verra mieux le tracer, on pourra mieux réactiver ces apprentissages-là. Par contre, si on ne les active pas ensemble, ils s'amenuisent, ils se perdent. C'est l'effet de l'oubli. Et cela, en fait, permet de modifier en fait, le cerveau comme du plastique. Alors, pourquoi du plastique? Parce qu'on voudrait faire la différence avec ce qui est élastique. C'est-à-dire qu'un élastique, lorsqu'on le détend, il revient à sa place. Tandis que lorsqu'on a du plastique, lorsqu'on le modifie, il ne va pas revenir comme il était auparavant. Et donc, le cerveau se modifie selon cette caractéristique-là. Il ne revient pas comme il était auparavant. Cependant, si on n'active pas les neurones impliqués dans un apprentissage, eh bien, on a l'effet d'oubli. Alors, un outil que vous pouvez utiliser, ce sont les tests de type QCM. Et il y a un outil plus particulier, à savoir Cuisinière. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que finalement, si on s'appuie sur le principe de la neuroplasticité, il faudrait répéter plusieurs fois, avoir un feedback immédiat pour éviter le renforcement des erreurs
et favoriser du coup la mémorisation des bonnes stratégies. Et le test va être primordial. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de vérifier si on a bien connecté les éléments ensemble et va permettre de renforcer ce qui a été mémorisé. Donc, je vous encourage vivement à aller sur Cuisinière et si on a un petit peu de temps tout à l'heure, ben, je vous montrerai à peu près comment cela peut fonctionner. Alors, donc, comme je disais, on peut du coup s'appuyer sur le principe de la mémorisation et donc en réactivant plusieurs fois, donc en apprenant plusieurs fois, mais dans différents contextes aussi, pour être sûr qu'on ne soit pas sur de la performance, mais plutôt de la compétence. Différents contextes à différents moments et étalés sur le temps, surtout, puisque si on compare la méthode qui consiste à faire du bachotage et la réactivation dans le temps, on se remarque que le bachotage, par la suite, on oublie assez rapidement. Tandis que si on réactive plusieurs fois dans le temps, là, on va garder mieux en mémoire ce qui a été appris. Il y a des outils en fait qui peuvent être utilisés, notamment des flashcards. Donc vous pouvez les faire de manière manuelle, c'est-à-dire avec une feuille un peu cartonnée, pas du tout transparente, une question ou la notion d'un côté et la réponse de l'autre côté. Mais vous pouvez également créer des flashcards de manière numérique avec des outils comme DigiFlashcard, Anki ou Quizlet. Et l'avantage, notamment d'Anki, c'est qu'il y a des petits rappels en mémoire, c'est-à-dire, bon, ça fait un petit peu longtemps que tu n'es pas retourné à tes flashcards, il faudrait y revenir. Avec l'outil DigiFlashcard, là, on a la possibilité de créer des jeux pour rendre l'apprentissage beaucoup plus interactif. Il faut également veiller à éviter la surcharge cognitive. Et à ce propos-là, donc cela va vous demander en fait d'aménager vos activités pour ne pas sursolliciter la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, en fait, c'est un peu l'espace de gestion des informations. Et donc, on ne peut pas y retourner énormément d'éléments. Et à ce moment-là, si on multiplie les activités, on risque d'avoir une déperdition de la qualité. Donc, c'est pour cela, en fait, qu'il vaut mieux aménager des activités pour ne pas la sursolliciter. Donc, ça va vous demander de faire des adaptations et des fois d'automatiser certains apprentissages, c'est-à-dire répéter tellement de fois qu'on n'a plus besoin de la même énergie cognitive pour pouvoir la réaliser. Autre stratégie possible, c'est de développer ce qu'on appelle un état d'esprit dynamique ou un état d'esprit de croissance. Ce sont des choses en fait qui ont été notamment développées par une chercheuse psychologue qui s'appelle Carol Dweck et donc qui demande de travailler la posture et le discours de l'enseignant. C'est-à-dire que si un enseignant croit à l'éducabilité de ses élèves, croit qu'il peut avancer, eh bien, il y a forcément des retombées sur ce que pourraient produire derrière les élèves, d'une part. D'autre part, si les élèves ils ont conscience et ils connaissent les processus, un peu plus les processus cognitifs, notamment celui de l'acquisition du langage ou celui de la neuroplasticité, qui fait que si on revient, on réactive encore et encore en espaçant dans le temps des notions qui ont été vues, et bien qu'on peut progresser dans cela, et bien là encore, on a des gains au niveau de ce que pourraient faire par la suite les élèves. Mais par contre, Steve Masson, il interpelle quand même sur le fait que oui, il y a des résultats grâce à cela, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et donc, une réussite ne tient pas seulement du fait qu'on puisse croire à ce que les scientifiques ont pu prouver à propos de la neuroplasticité, à savoir qu'on peut s'améliorer en réactivant ce qu'on a pu déjà apprendre. Alors, voilà. On peut également accompagner la déconstruction des baies cognitives et pourquoi pas le travailler à partir d'une vidéo. Donc, je vous en ai proposé une. C'est une expérience américaine qui a eu lieu dans une classe. Donc, une partie de la classe
a eu deux anagrammes très faciles à réaliser et une autre partie de la classe, deux anagrammes très difficiles à faire, enfin impossibles même à réaliser. Et le troisième anagramme à effectuer était le même pour tout le monde. Et donc cette expérience-là a montré que à partir de deux échecs seulement, donc pour ceux qui ont eu les anagrammes impossibles à effectuer, ils ont quelque part perdu leur motivation ou développé un biais qui s'appelle l'impuissance apprise, à savoir qu'ils ne peuvent plus avoir prise sur leur environnement et qu'ils se sentent incapables de pouvoir faire des choses et qui les empêche quelque part à réaliser le troisième anagramme qui était facile pour tout le monde. Donc, c'est pour dire que si on accompagne cette compréhension du bien, de comment il s'installe, de comment on le décompose, comment on le détricote un petit peu pour faire en sorte de montrer qu'il y a quelque part un décalage par rapport à ce qui se passe réellement et des capacités réelles de l'enfant, et bien là, on peut aider aussi nos élèves plurilingues à avancer sur une question accompagner les émotions aussi. C'est une autre stratégie que l'on peut mettre en place. Et pour ça, en fait, ça a demandé d'agir sur la posture et le discours de l'enseignant et surtout de faire preuve d'une vraie empathie. Alors, pourquoi je dis vraie empathie? Parce que souvent, on confond l'empathie avec ce qu'on appelle plutôt de la contagion émotionnelle. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on définit l'empathie, on se dit que c'est la capacité à pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Cependant, physiquement, c'est impossible de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, ce que l'on fait plutôt, c'est qu'on se représente ce que pourrait penser et ce que pourrait vivre l'autre personne. On s'en fait sien en l'appliquant à soi-même et on a l'impression d'être à la place de l'autre. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se crée des biais, on se crée en fait des erreurs, tout simplement, et qui ne correspondent pas à la réalité des émotions de l'autre. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'on parle de contagion émotionnelle. Donc, ce qui est en fait important, c'est plutôt entrer dans ce qu'on appelle une résonance cognitive, c'est-à-dire une compréhension par des faits et de manière un peu plus objective de ce que pourrait éventuellement vivre l'autre, mais pas du tout se mettre à la place de l'autre. Et donc, en créant en fait et en imposant cette altérité, à savoir que l'autre individu a ses émotions et moi j'ai mes propres émotions, et donc en créant ce décalage-là, eh bien, on peut mieux accompagner les émotions de nos propres élèves et notamment celles qui sont induites par les représentations qu'ils ont de l'usage de différentes langues. Donc voilà, puisque là, on sera beaucoup plus solide, on aura beaucoup plus d'éléments objectifs, observables, pour pouvoir les aider. Donc, si je fais un petit bilan final, et c'est vrai que je n'ai pas du tout regardé ma montre, et peut-être que ça accordera un peu plus de temps pour les questions, si on fait un petit bilan final de tout ça, c'est que l'intérêt des neurosciences vient de la qualité des données produites qui peuvent être adaptées aux apprentissages. Et c'est ce qu'on appelle la neuroéducation. C'est-à-dire, en fait, qu'on a des données qui sont certaines, qui ont été éprouvées avec des protocoles sérieux et qui nous permettent d'avoir un peu une ligne directrice. Par contre, il est vrai qu'on doit revenir plusieurs fois dessus parce que cette science est toujours en marche et on continue les recherches et on découvre encore davantage de choses qui précisent davantage le regard que l'on a sur les apprentissages et notamment sur l'acquisition de nouvelles langues, les situations de plurilinguisme. L'éclairage des neurosciences sur les situations de plurilinguisme, parce que j'insiste dessus parce qu'il y en a énormément, prend en compte comment les conditions d'apprentissage influent sur la qualité de cette acquisition-là. Et enfin, les stratégies issues des neurosciences reposent sur le fonctionnement des fonctions cognitives et exécutives. Voilà en fait un peu mon propos sur les neurosciences.